Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Mais juste avant de recevoir notre invité vidéo, je me tourne vers Didier Maisto, notre partenaire du jour. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Vous vouliez faire un point, je crois, sur le nouveau média que vous êtes en train de lancer. Dites-nous tout. Oui, c'est surtout une nouvelle émission qui sera diffusée à l'international, qui s'appelle Les Révoltés, et dont j'ai tourné le premier épisode à l'occasion du défilé historique du 1er mai, où j'ai interviewé un certain nombre de personnes, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, tous réunis par la colère contre cet exécutif, et une colère qui est vraiment très forte dans le pays. Voilà. Alors, révolté, c'est sans doute aussi ce qu'a été Laurence Deslay avec ce scandale d'État dont on va parler tout de suite. Vue de haut. Bonjour Laurence Deslay. Bonjour. Vous êtes ancienne vice-présidente de l'association Charnier Descartes et auteur de ce livre absolument poignant, absolument fondamental sur un scandale innommable. Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait aux éditions Plomb. Alors c'est le scandale du Charnier de l'université Paris Descartes. On va en parler. Je propose quand même qu'on vienne, en fait, on en parle à travers votre histoire personnelle. Alors parce que pour bien cadrer la chose, vous avez votre mère qui est décédée en 2015, qui a décidé très courageusement de donner son corps à la science pour que voilà, on puisse faire avancer la science sur des sujets. Et vous avez découvert à travers un article de l'Express en 2019 que l'endroit où votre mère avait été transférée, l'université Paris Descartes, faisait l'objet d'un énorme scandale national et que les corps étaient extrêmement maltraités. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur comment vous avez découvert ça ? J'ai découvert tout ce scandale par la presse, par une notification sur mon téléphone portable. J'ai vu qu'il y avait un article qui venait de tomber qui avait l'air important, donc j'étais en train de faire autre chose, en train de cuisiner à ce moment-là. J'ai ouvert machinalement mon téléphone, j'ai lu, et puis là je me suis arrêtée en me disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, CDC ?» Ça m'a interpellée, et sur le coup j'ai pas fait le rapprochement, mais très rapidement je me suis dit « Mais oui, CDC c'est Centre du don des corps, bien sûr. Paris Descartes ». Je me suis dit, c'est là où maman a donné son corps. Donc là, j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire, j'ai lu, et je suis tombée à la renverse, quoi. Vous avez en plus, ce qui est marquant, c'est que alors le scandale est révélé donc en 2019, mais il n'y a absolument aucun contact qui est forcément pris avec vous dans les premiers jours qui suivent, dans les premières semaines qui suivent le centre. Ne prend pas du tout contact avec les familles, il se contente de quelques mots sur un site internet, et donc il y a en plus une sorte d'hermétisme parce que vous n'avez aucune réponse sur qu'est arrivé à votre mère. Déjà, les premiers temps, personne ne répond au téléphone. Donc j'apprends après que le centre a été fermé. Donc je me dis, bon, ok, d'accord. Mais effectivement, pas du tout de coup de téléphone, pas d'excuses, rien. Juste sur le site du Centre du don des corps, un petit bandeau ridicule avec marqué « Nous présentons nos excuses aux familles ». Enfin, quelque chose d'assez dérisoire quand même. Complètement, ouais. Et donc comment est-ce que vous avez réagi dans les premiers jours, premières semaines? Vous avez essayé de contacter évidemment le centre et vous avez reçu des réponses en plus un petit peu contradictoires, je crois, c'est ça, ou flou. De toute façon, c'est très compliqué de faire confiance à ce moment-là à des gens qui sont aussi hermétiques. Alors au début, personne ne répond. Un jour, on me répond. Et, la personne que j'ai au téléphone, je lui pose des questions, elle me dit « Vous savez, moi, je peux pas trop vous répondre parce qu'on m'a mis là parce que je suis psychologue pour répondre au téléphone. » Mais c'était pas du tout une aide psychologique, c'était juste des réponses. Mais elle était à côté de la plaque. Forcément, elle connaissait pas le sujet. Je posais des questions, elle n'était pas capable d'y répondre. Donc je lui dis, je veux au moins savoir s'il reste quoi que ce soit de ma maman, même dans des bocaux avec du formol, je sais pas où, mais vous me rendez ce qu'il y a. Et je l'enterre, proprement. Oui, parce que votre mère, alors c'était les procédures habituelles quand on donne son corps à la science, c'est que le corps est donc utilisé pour faire des dissections, mieux comprendre le corps humain, et ensuite il est incinéré, oui. Et qui devient un cimetière de Thiers. Et vous n'avez pas du tout eu la date d'incinération, alors vous a été donnée, mais c'était un délai extrêmement suspect, assez court en fait dans le temps, et donc vous ne savez même pas aujourd'hui si votre mère a été incinérée, c'est ça? Alors je sais absolument pas ce qu'ils en ont fait. Les dates qu'on m'a données, c'est après qu'elles sont venues, parce que moi j'ai dit, écoutez, j'ai rien eu, j'ai pas de courrier. On m'a dit, mais si, votre papa a reçu un courrier. Écoutez, moi il m'a pas dit, donc je sais pas.
Alors là, on m'a dit, ça va prendre du temps parce qu'il faut rechercher dans nos archives, alors que je sais maintenant que tout est informatisé. Donc il suffisait d'appuyer sur un bouton et voilà, ça arrivait. Moi, on m'a dit à l'époque, il faut chercher. On va vous rappeler. On m'a pas rappelé. C'est moi qui ai rappelé. Et là, comme par hasard, le jour où j'appelle, au moment où j'appelle, quelqu'un derrière la dame qui me répondait au téléphone dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé ». Il me donne une date. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je sais pas. Effectivement. Didier Maisto. Oui, pour bien savoir de quoi on parle, je vous propose de faire un très rapide résumé d'1 minute. Parce que pour que nos auditeurs comprennent bien l'horreur absolue et le désarroi des familles dans lesquelles on se trouve. Au début des années 50 a été créé ce centre de dons des corps en 1953. Il n'a jamais été entretenu et de fil en aiguille, l'horreur s'y est développée. C'est-à-dire que les portes n'étaient pas réparées, la température qui devait être à 4 degrés, souvent les frigos étaient en panne, était à 17 degrés. Les corps étaient entassés, nécrosés, en putréfaction, tête bêche. D'autres étaient dans du formol, flottant dans une espèce de bassin géant, harponné par des préparateurs comme de la vulgaire viande. Ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est juste le réel. Des têtes entassées sur des étagères, des gens jouant au foot ou aux fléchettes sur ces têtes, des corps démembrés par quelqu'un qui n'avait aucune formation, qui devait être bouché, qui n'a pas pu être bouché, qui avait eu une annonce et qui s'est fait embaucher, et qui a passé 30 ans à découper des têtes à la scie, des bras, des jambes. Ces corps, entiers ou démembrés, étaient revendus à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie tout court, servaient d'expérience pour des crash tests pour les voitures, étaient explosés dans des chars pour l'armée ou faisaient l'objet de trafic. Il y a même eu un chef des têtes, c'était officieux, qui était nommé, c'était vraiment l'honneur suprême qui faisait régner la terreur sur ses collègues. C'était au 5e étage de la plus prestigieuse université française, Paris Descartes. Une puanteur se dégageait des locaux. Tout le monde le savait. Des milliers d'étudiants sont passés par ces laboratoires d'anatomie, de dissection, etc. Tout le monde savait. Il y a eu, quand quelques-uns ont posé des questions, ont voulu diligenter des enquêtes, il y a eu une omerta terrible. Et je dois dire, pour finir, qu'il y a même un centre qui avait été créé de chirurgie européen, un centre privé qui louait, moyennant quelques centaines d'euros, ces locaux en plein cœur de l'université, et qui faisait commerce. Le président de ce centre a été ensuite nommé président du centre du don des corps. Et ces corps étaient revendus à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et il y a même eu un marché noir. On ne sait pas ce que sont devenus ces corps. Certains sont partis en Afrique. On ne sait pas quelle est l'étendue du trafic. Et grâce à Anne Jouan, effectivement, journaliste qui était à l'époque à l'Express, qui est aujourd'hui journaliste indépendante, cette histoire a été révélée. Aucune des familles n'a été mise au courant. À la limite, on pourrait comprendre que ça serve pour la science, pour des crash tests, mais au moins que les familles, c'est la base, soient informées de ce qui se passe. Au contraire, cette institution levait des fonds dans des soirées où de tout Paris venait, richissimes donateurs, journalistes de premier plan, hommes politiques, ministres, tout Paris venait se congratuler, champagne, grande marque pour lever des fonds. Voilà ce qu'est la réalité en plein cœur de Paris. À Charnier, personne ne veut en parler. Il y a une seule mise en examen à ma connaissance. Il y a plusieurs juges d'instruction. Il y en a peut-être plusieurs. Laurence Désolé va nous le dire. Voilà, je voulais quand même faire cette entrée en matière pour pouvoir donner une image, j'espère, assez fidèle de l'horreur absolue, ce scandale d'État à la fois financier, médical, scientifique et politique, qui est le scandale majeur de ce début de XXIe siècle. Vous confirmez, Laurence Désolé ? Tout à fait d'accord avec tout ça, sauf pour le nombre de mises en examen, hein, il y en a 4. Il y en a 4 aujourd'hui. Il y en a 4, mais le compte n'y est pas. Hein.
Il manque du monde encore. Donc j'espère que bientôt il y en aura plus. Et a priori c'est en train de bouger. Le juge d'instruction fait son travail, ça avance. Parce que pour résumer un petit peu pour l'affaire, donc une enquête a été ouverte en 2020 et en 2021 donc 4 mises en examen ont été prononcées, notamment celle de Frédéric Dardel, donc l'ancien président du CDC. Et pour l'instant, voilà, la présomption d'innocence est toujours activée pour eux, mais vous n'avez pas de nouvelles de l'avancée du procès. Enfin, vous savez pas encore quand est-ce que l'enquête va se terminer. Alors la juge d'instruction est censée nous donner une date approximative quand on la rencontre. Elle m'a dit donc normalement décembre 2023 on clôture l'enquête, mais ça c'est théorique, on ne sait pas. Et après le procès, ça je sais pas du tout dans combien de temps après ça peut se dérouler. D'accord, et donc vous savez-vous... Allez-y, Maisto. Oui, savez-vous quelles sont les autres personnes mises en examen ? Oui, il y a l'université et il y a 2 préparateurs de corps. Voilà, ok. Alors, parce qu'effectivement, il y a quand même du beau monde, si j'ose dire. Il y a Frédéric Dardel qui était le poulain d'Axel Kahn. Axel Kahn, qu'on ne présente plus, qui est mort il y a quelque temps, l'année dernière, je crois, oui. Et qu'on a mis au courant, et qui a dit, mais moi, j'étais très loin de tout ça, l'anatomie, c'est pas une science, une discipline majeure, alors qu'il avait préfacé et postfacé un bouquin sur l'anatomie, justement, où il disait que c'était une discipline majeure. Guy Valencien, il n'est toujours pas mis en examen, apparemment, qui est l'ancien directeur du CDC, du Centre des corps et de cette institution européenne de chirurgie qui a été fermée depuis. Ouais. Gérard Friedlander, le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes, pendant 6 ans, de 2014 à 2020, qui a été promu officier de l'Ordre national du mérite en 2020. Et d'ailleurs, un des membres de votre association, qui est le fils de José Arthur, demande que cette décoration lui soit retirée. Et enfin, je m'arrêterai là, Antoine Ténière, vice-président de l'université en 2020, était le conseiller coronavirus d'Olivier Véran, faut-il le rappeler. Et il y a même, tout le monde est au courant, parce que bien sûr les différents ministres de la Santé, dont Madame Frédérique Vidal, de l'enseignement de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les ministres de la Santé étaient au courant, et même le président de la République, les présidents de la République sont forcément au courant, parce qu'il y a même l'épouse d'un des protagonistes de l'affaire qui est aujourd'hui au cabinet de M. Macron. Voilà, pour que ce soit complet, il faut tout dire au public. Absolument. Et c'est incroyable et que cette histoire ne fasse pas la une des médias. Et moi, du coup, je m'y suis replongé avec horreur, je dois le dire. Ouais. Et je pense qu'on va être un certain nombre à faire connaître cette affaire pour que ça s'arrête, puisque les mêmes personnes viennent sur les plateaux de télévision donner des leçons aux suspendus au nom de l'éthique et de la déontologie. Et est-ce que ça vous choque, par exemple ? Évidemment que ça me choque. On est le dernier pays à réintégrer les soignants qui ont été suspendus. On ne les dédommage pas. On les a traités comme des chiens. Il y en a qui sont en train de cueillir des fruits parce qu'ils ne peuvent plus opérer dans les blocs opératoires. Enfin, c'est scandaleux. Et en plus, sans compter, alors pour revenir sur l'affaire du CDC, que de nombreux rapports internes ont été faits, publiés, et n'ont jamais été suivis. Donc c'est une situation qui était vraiment très connue dans le centre, avec des étudiants qui se plaignaient évidemment de l'odeur. N'osaient pas trop se plaindre quand même. Oui, enfin voilà, qui sont plaints, mais qui en tout cas qui connaissaient l'odeur. Enfin voilà, c'était absolument très visible. Il y a même à un moment donné, vous racontez une anecdote d'une étudiante qui a témoigné, je crois, où en fait, il manquait une tête pour une dissection dans un amphithéâtre et que le préparateur de corps a décapité le corps devant tout le monde, en fait, sans du tout se prendre de précautions. Donc vraiment, voilà, et pour poursuivre un petit peu, vous parlez également du cœur de métier du centre, c'est les préparateurs de corps que vous avez interrogé. Alors vous en avez interrogé plusieurs, un qui n'était pas dans le centre et qui au contraire lui estime que son métier est honorable et essaie de travailler correctement en se défiant de ceux qui le déshonorent, et puis aussi des préparateurs de corps qui travaillent dans le centre et qui vous expliquent que c'est un endroit absolument sinistre, où les conditions de travail sont horribles et où finalement ces gens finissent par devenir fous.
Oui, alors il ne l'a pas vraiment dit comme ça, mais enfin en tout cas lui il a terminé en burn-out quand même. Voilà. Il a essayé de prévenir de ce qui se passait, il a prévenu notamment Guy Valancien dont on parlait tout à l'heure, en lui disant que des corps disparaissaient de la chambre froide. Il constatait que ça revenait quelques jours après. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? On ne sait pas. Donc bien sûr que Guy Valancien était au courant, que tout le monde était au courant. Axel Kahn, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est un médecin qui m'en a parlé. Axel Kahn était tout à fait au courant, mais il n'a juste pas voulu, comme il m'a dit, mettre les mains dans le cambouis. D'accord. Mais pour revenir sur les préparateurs de corps, alors voilà, c'est des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ils ont justifié en fait ces actions? Alors effectivement, il y en a qui avaient des problèmes d'alcool. Bon, donc cela c'était encore un cas à part. Dont le chef des têtes, des têtes d'ailleurs, qui était colérique et alcoolique au dernier degré. Ouais, donc et puis c'est des gens qui effectivement toute la journée font un travail atroce, découper des membres, découper des têtes. On devient des humains parce qu'on n'est pas encadré. Il n'y a pas d'encadrement. Ils se forment sur le tas, tout seuls, entre eux. Il y a effectivement des chefs de section, donc on ne va pas marcher sur les plates-bandes du voisin. Il y en a un qui a son petit commerce de crâne qui va revendre après, donc qui ébouillante les têtes pour que ça fasse des crânes et pour pouvoir les vendre. Il y en a un autre qui découpe des membres. Enfin, vous voyez, chacun son boulot, mais dans un espèce de cloaque immonde. Voilà, où les gens venaient chercher des corps le samedi matin, c'est extrêmement facile. Vous revenez aussi là-dessus, et vous avez parlé avec beaucoup de médecins qui vous disent que c'est extrêmement facile de se procurer aujourd'hui des os, des corps. Alors ça coûte un prix, mais en tout cas, c'est pas du tout. C'est très très facile de le faire. Alors je ne sais pas si c'est toujours aussi facile maintenant, justement, depuis ce scandale. Bien, oui. En tout cas en France. Aux États-Unis, c'est très facile, ça c'est clair. Même si vous n'êtes pas médecin. Il faut quand même dire qu'effectivement, il y avait un tarif. Mais c'était pas sous le manteau, il y avait des conseils d'administration et c'était voté. Il y avait même une banque, une assurance. Enfin, il faut bien comprendre à quel point tout cela a été organisé. Vraiment, c'était un système. C'était pas du tout sous le manteau. Alors sous le manteau, évidemment, on faisait bouillir des crânes qui étaient revendus le samedi et le dimanche 500 € pièce. Ça c'est sous le manteau. Ça c'est sous le manteau. Ils arrivaient à en vendre 6 par week-end, d'après mes informations. Donc, c'est 3 000 € le week-end pour faire bouillir des crânes. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien l'idée, mais quand même, c'est que tout le monde savait. Et tout le monde a voté. Et a voté même des tarifs. 250 € le membre, 500 € la tête, 1 000 € le corps complet. Ça, c'était pour la recherche. Et c'était plus cher, évidemment, pour l'industrie, et encore plus cher si on passait par le centre de chirurgie européen. Donc c'était un trafic absolument organisé, duquel, si vous voulez, à partir duquel tout le monde faisait commerce. C'est une monstruosité absolue, et toutes les autorités, à la fois de direction, mais morale, éthique, politique, étaient au courant. Et quand l'affaire a été révélée, je ne vais pas citer trop de noms, mais certains ont été évidemment recasés au cabinet de ministres, et comme ça faisait un peu désordre, ont été exfiltrés jusqu'à l'INSERM. Nul n'a été sanctionné. Et quand on en parle à ces gens, d'abord vous avez une omerta encore absolue, et personne ne semble vouloir se remettre en cause, faire amende honorable, dire ce qui s'est passé n'est pas normal. Vous voyez, c'est une monstruosité organisée, industrialisée. Alors pour la partie peut-être plus personnelle, puisque je pense que c'était important, Laurence, de mettre ça en perspective pour les auditeurs. Vous avez écrit ce livre parce que, évidemment, quand vous avez découvert ça, c'était l'horreur, et chacun réagit face à cette douleur différemment. Vous n'avez pas trouvé le sommeil pendant des années. C'est encore le cas. C'est encore le cas. C'est parce que quand vous avez écrit, ça fait remonter à la surface un certain nombre de choses. Ça a été, vous le dites, votre livre, une thérapie pour essayer justement de tourner la page, de faire votre deuil. Et vous n'avez toujours pas pu faire votre deuil. Non, et tant que je ne saurai pas ce que ma mère est devenue, je crois que ça va être compliqué de faire mon deuil. Je suis bien d'accord. On va continuer à en parler évidemment de ce scandale absolument innommable, de ce scandale politique, sanitaire, médical. Tout de suite, on fait un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Il y a une place pour nos
Nous sommes toujours avec Didier Maisto, journaliste indépendant, et puis ce livre écrit par Laurence Dezellé, Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait, aux éditions Plomb, qui revient sur ce scandale d'État absolument horrible du charnier de l'université Paris-Descartes. Mais c'est vrai que donc, quand vous apprenez, pour en revenir à votre situation personnelle, quand vous apprenez cette nouvelle, c'est un deuxième deuil qui commence en fait, parce que vous l'expliquez, c'est comme si votre mère était morte 2 fois, quoi. Oui, il faut tout recommencer. On recommence tout à zéro. Ce qu'on pensait être digéré ne l'est pas du tout. Tout remonte à la surface et puis on recommence tout depuis le début. Bien sûr. Et vous êtes évidemment abandonné au bout de quelques semaines, rapproché des autres familles, puisque voilà, c'est un scandale qui concerne, en plus c'est sur plus de 30 ans, donc ce n'est pas du tout une situation qui est récente. Et comment est-ce que vous avez pu vous rapprocher d'autres familles de victimes? Est-ce que ça a pu vous aider quand même à quelque part à transformer cette tristesse en espèce de rage de combat? Je crois que la rage de combat, je l'ai eue dans les premières minutes, Oui. Quoi qu'il en soit. Mais c'était rassurant de se fédérer à plusieurs, d'unir nos forces, d'être unis dans cette même douleur, d'aller de l'avant. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait une association, CDJD, dont j'ai été la vice-présidente. Voilà, ça c'était très important de le faire. On s'est réunis autour d'un même avocat. Au départ, moi, entre-temps, j'ai changé d'avocat. Mais voilà, oui, ça c'était très important de voir qu'on n'est pas tout seul. Parce que la panique, quand vous découvrez ça, c'est de vous dire, mais le pot de terre contre le pot de fer, comment je vais faire pour faire juger ces sales types, pour les faire punir, moi toute seule. Et le fait d'être à plusieurs, déjà, on se sent un peu plus fort quand même. Bien sûr. Didier Maisto. Oui, 2 petites précisions. En fait, dans ce que j'ai trouvé, il semblerait même que ça remonte dans les premières constatations à 1982. Donc ça fait 40 ans. Et en cherchant, en compilant, etc., en fait, c'est 30 000 corps. Je ne sais pas si vous voyez. 30 000 corps au total. Et dernier point, c'est que c'est forcément les gens les plus généreux qui font don de leur corps à la science pour aider les autres, pour dire, voilà, je vais faire... ce sont des humanistes, en général, de leur vivant. C'est-à-dire des gens qui veulent pas... Il y a beaucoup de gens connus, d'ailleurs, des José Arthur, etc., des gens qui étaient toujours tournés vers les autres, et qui ne voulaient pas de funérailles nationales, qui ont dit non, moi, pas de bruit, je veux vraiment servir à quelque chose. Imaginez le désarroi des familles, qui découvrent que ça n'a pas été du tout le cas et qui découvrent surtout l'horreur. Et justement, vous le dites dans votre livre, qui est très bien écrit, je dois le dire, il est d'une parfaite sobriété. En même temps, vous trouvez les mots justes pour exprimer cette douleur. Vous le dites, il y a plusieurs façons de réagir. Il y en a qui n'ont pas voulu en parler, il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui veulent parler, il y en a qui veulent se battre, d'autres qui sont vraiment terrorisés, qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique, qui ont tout perdu parce qu'ils s'en sont pas remis de ce choc. Justement, qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui? Est-ce que depuis que cette affaire a été révélée et qu'elle est à l'instruction, vous avez le sentiment d'être un peu plus entendu, que les pouvoirs publics prennent la juste mesure de cette affaire, ou est-ce que vous êtes toujours dans le silence et l'omerta? Non, c'est toujours le silence, c'est toujours l'omerta, ça n'a pas bougé. Ceux qui ont commis des fautes dorment très bien, je pense, n'ont pas de soucis. Pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Je pense qu'ils ne comprennent même pas ce qu'on leur raconte ou ce qu'on essaye de leur faire entendre. Voilà, ce sont des gens qui vont bien. Je pense qu'ils continuent leurs activités. On a vu que Guy Valencien, il n'y a pas si longtemps que ça, interviewait le président de la République. Tranquille, avec leurs décorations en bandoulière. Donc effectivement, il faut les enlever, ces décorations. Ça, c'est sûr. Tous ceux qui ont la Légion d'honneur, là, déshonorent la France. Oui, et puis je l'ai entendu, ce monsieur, j'ai vu une interview où il parlait de l'éthique en médecine. C'est absolument... non, mais c'est comme Axel Kahn, d'ailleurs. C'est incroyable. Non, mais cette histoire, si vous voulez, je pense, dépasse l'entendement, parce que je vous pose pas trop de questions, mais je pense que c'est plus un échange pour essayer de mettre en lumière vraiment. Ça dépasse l'entendement parce que on en a parlé au moment un petit peu, très peu d'ailleurs, un petit peu, et puis c'est tombé dans l'oubli, quoi. C'est tombé dans l'oubli. Beaucoup de journalistes peu s'y intéressent. On espère que la justice maintenant va mettre
faire des mises en examen et que au moins que la vérité sera connue. Mais c'est incroyable, cette chape de plomb. Et puis, le plus incroyable, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, c'est de voir que des milliers d'étudiants, je le disais, sont passés. Tout le monde trouvait ça anormal, quoi. On coupait des corps devant les gens. Il y a même on a découvert que c'était tellement peu soigneux que des corps sur lesquels travaillaient des étudiants étaient infectés par le VIH, par exemple. Et l'hépatite. D'autres étaient remplis de vers et de mouches. Pendant des années, des souris se sont nourries des chairs. J'arrête ici parce que c'est le matin et que je ne veux pas choquer, mais c'est tout ça qu'il faut intégrer. C'est tout ça qu'il faut comprendre et essayer de rationaliser pour pouvoir faire son deuil. Moi, je n'ai jamais vu une affaire comme ça, d'une telle ampleur et d'une telle technicité et d'une telle, je dirais, sophistication avec une telle omerta, quoi. Voilà. Oui, mais vous l'avez dit, ça touche des personnes haut placées, des personnes proches du pouvoir. Donc forcément, c'est compliqué de faire sortir tout ça. Les journalistes n'osent pas trop. On a vu avec toute la période Covid qu'il y a plein de journalistes qui sont un petit peu frileux pour sortir les informations. Donc ça, c'est quelque chose qui dérange. La mort est un thème qui fait peur. En télé, ça passe pas très bien. Moi, TF1 m'a dit on peut pas traiter parce que dès qu'on parle de la mort, même quand c'est la Toussaint, les gens zappent. Oui, donc en plus, quelque part, on fait passer la rentabilité du sujet aussi avant cette horreur absolument innommable. Et puis d'ailleurs, vous expliquez que quelquefois, vous profitez de ce livre pour revenir sur d'autres scandales qui ont eu lieu, notamment sur le rapport à la mort, alors en France et ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas la première fois finalement. Alors là, c'est de cette ampleur-là, c'est évidemment inédit, mais il y a plusieurs scandales avant en France qui n'ont pas forcément été élucidés, notamment par exemple le scandale de Saint-Vincent-de-Paul. Les fœtus de Saint-Vincent-de-Paul, ou encore cet épisode absolument incroyable qui m'était sorti de la tête effectivement en 2016 je crois, où Béatrice Dalle qui est devant Marc-Olivier Fogel à la télévision et explique que elle s'est déjà nourrie d'oreilles humaines dans sa vie. Alors je suis vraiment désolé pour les auditeurs, mais bon, il faut aussi rentrer dans le vif du sujet pour comprendre vraiment l'ampleur du scandale, et finalement ça n'a pas donné tant lieu d'enquête que ça, quoi. Bah non, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de poursuites ni de recherche plus poussée là-dessus, alors que c'est quand même assez stupéfiant d'entendre ce genre de choses à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale. Oui, sur France 3, oui. Et puis d'autres scandales aussi à l'international. Vous pouvez peut-être raconter cette anecdote de cet ami journaliste que vous avez rencontré pendant en plus votre période très difficile, qui raconte qu'il était à Lima, je crois, au Pérou, oui. Au Pérou, et donc on lui propose un corps. Il est tombé sur un cercueil ouvert et on lui proposait de vendre un corps, c'est ça ? C'est ça, on lui propose, moyennant quelques pièces, de pouvoir acheter un corps pour faire ce qu'il veut finalement. D'accord. Didier Maisto. Oui, puis vous en parlez aussi dans votre livre, notamment avec la guerre en ex-Yougoslavie, et sur d'autres théâtres d'opération. Pourquoi on achète des corps, en fait ? Alors évidemment, il y a le plaisir morbide, ça existe. Oui. Il y a les essais dans l'industrie, etc. Bon, ça, à la limite, on peut le comprendre. Encore faut-il, comme je disais, que les familles soient informées. Mais il y a aussi et surtout le trafic d'organes. Parce que si vous voulez, quand des corps sont vendus ou récupérés sur des théâtres de guerre, ils sont disséqués, puis ensuite on vend des organes à des prix exorbitants. Et il y a tout un trafic planétaire qui s'est développé sur tous les continents d'ailleurs, y compris en Europe, et qui fait froid dans le dos, quoi, voilà. Et vous, aujourd'hui, donc l'instruction sera terminée en décembre de cette année. Soi-disant, oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu une écoute particulière, vous en parlez dans votre livre, mais de la juge d'instruction? Oui. Est-ce que vous avez... voilà. Je pense que là, vous avez peut-être un peu d'espoir. Ah oui, je suis tombée sur quelqu'un de très humain, de très à l'écoute, qui venait d'être nommé sur le dossier, il n'y avait pas longtemps. Donc je lui ai bien évidemment posé la question, mais est-ce que vous avez eu le temps ? Parce que le dossier quand même est conséquent, il y a quand même pas mal de pages. Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir ? Elle m'a dit, mais bien sûr, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. J'ai tout lu et j'avance. Et je lui fais confiance.
Et donc vous avez, oui, mais le contact est bien passé, vous pensez que ça Oui. peut avancer, oui. Oui, c'est une personne qui m'a semblé être humaine et être effectivement intéressée par le sujet, avoir envie d'aller au bout des choses. Voilà, je lui ai proposé d'auditionner quelqu'un, elle a dit bien sûr, on va le convoquer. Parce qu'il y a tout un tas aussi de gens que vous décrivez dans ce livre qui n'ont pas été auditionnés alors qu'ils avaient des choses extrêmement intéressantes à dire. Absolument, tout à fait. Et ça pose aussi la question plus générale, puisque effectivement c'est un scandale horrible, de l'avenir de ces dons de corps à la science qui sont en chute libre aujourd'hui en France. Alors pour donner un petit peu d'espoir aux gens, il faut savoir que ce scandale de Paris Descartes, alors il y a d'autres centres de dons de corps qui sont dans ces situations-là, mais il y a aussi beaucoup, notamment en Loire-Atlantique. Je crois que c'est à Angers où effectivement la chose est beaucoup plus respectée et où on traite en fait les corps des morts comme les corps des vivants, avec notamment des draps pour cacher les corps, parce que les corps étaient exposés. Enfin, voilà, le minimum syndical. Et donc c'était pas un scandale d'ampleur nationale. Il y a des corps, il y a des endroits où on traite très bien les corps. Bien sûr. Ce qui veut dire en fait que ça pose aussi des difficultés, puisque le nombre de corps aujourd'hui est en chute libre, le nombre de dons de corps, et c'est aussi une avancée scientifique. Il faut pouvoir, ça reste une nécessité. Alors chacun appartient, ce choix philosophique appartient à chacun, mais ça reste une nécessité en tout cas d'avancer, puisque c'est irremplaçable. Les médecins sont unanimes. On ne peut pas opérer sur un corps vivant sans avoir d'abord officié sur un corps mort. C'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre le corps humain. Et ce scandale va véritablement entacher cette chose-là, et on peut aussi avoir des problèmes d'avancée scientifique à cause de ce scandale. C'est pas seulement une horreur, c'est aussi quelque chose qui peut entraver la démarche scientifique. Oui, alors il semblerait, parce que j'ai eu récemment le directeur du laboratoire d'anatomie de Tours, que ça commence à reprendre chez lui en tout cas. Il y a à nouveau des corps qui reviennent. D'accord. Donc ça y est, ça commence à revenir doucement, mais effectivement ça a fait un scandale quand même à l'époque où c'est sorti, cette histoire, et il y a eu une baisse sévère du nombre de dons de corps. Donc moi, effectivement, je ne suis pas opposée au don du corps, je le redis, puisqu'on m'a fait la remarque hier, je dis, non, vous n'avez pas bien lu mon livre, hein. Je ne suis pas du tout opposée au don du corps, et je crois qu'il faut même continuer à donner, il faut juste savoir où on met les pieds. Et pour ça, il faut qu'il y ait des contrôles des centres, surprise, évidemment, pour que ça ne recommence pas ailleurs. Mais il y a des centres où ça se passe très bien, et où les gens sont respectueux, les préparateurs comme les étudiants. Mais les étudiants, c'est pas eux les pires, hein, honnêtement. Je pense que c'est pas eux qui ont fait le plus de mal dans cette histoire. Eux, ils ont même été victimes, d'ailleurs. Bien sûr. Didier Maisto. Oui, d'ailleurs, dans votre livre et dans l'association en général, de ce que j'ai pu lire et entendre dans d'autres émissions de radio, et notamment avec Fabrice Drouel, dans Affaires sensibles, que je conseille à tout le monde sur le sujet, vous, comme David Arthur, par exemple, vous êtes très mesuré. Vous dites qu'il faut continuer à donner des corps. Justement, vous ne généralisez pas. Vous voulez simplement que ce système particulier, dans cette université particulière, soit sanctionné. Mais vous prenez bien soin à la fois de protéger la présomption d'innocence, vous le rappelez. Vous prenez bien soin de ne pas généraliser, mais encore faut-il que les protagonistes, je ne dis pas les coupables, mais les protagonistes de ces faits, qui n'ignoraient rien, qui ont tout couvert, soient entendus par la justice, c'est le minimum. Alors, vous avez écrit plusieurs lettres avec l'association aux différents ministres de la Santé, et vous vous êtes heurté toujours à ce silence. Tout vous n'avez à pas fait. été reçu. Non, pas de réponse Toujours déjà. pas reçu. Pas de réponse écrite non plus. Ça, c'est un minimum, c'est au moins de répondre. Bah Donc, oui. c'est-à-dire, vous écrivez au ministre de la Santé sur cette affaire d'État et vous n'avez aucune réponse. Absolument. En même temps, je ne suis pas tellement étonnée, hein. C'était Olivier Véran à l'époque. Donc, ça ne m'étonne pas plus que ça. Madame Vidal, ça m'étonne un peu plus parce que du coup, elle a quand même, dans l'urgence, fait passer un décret. Quand même. Donc, il y a eu une petite avancée qui n'est pas applicable en l'état. Un décret rappelé qui disait quoi ? Oh, alors, il y a pas mal de choses à l'intérieur, mais qui ont été faites un petit peu à la va-vite, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas applicables. Il faut faire des arrêtés, et on n'y est pas encore, malheureusement. Donc, il y a des choses de prévues dans ce décret, comme le retour des corps ou des cendres à la famille après les travaux anatomiques. Or, la plupart des centres du don me disent, on ne pourra jamais rendre un corps, c'est pas possible. C'est trop abîmé. Oui, après. parce qu'en plus, disons-le, ça c'est encore un élément, c'est que vous avez eu le sentiment, en tout cas,
qu'on vous a menti. Parce que, évidemment, comme on ne savait pas où étaient les corps, à quoi ils avaient servi, on vous disait « Ah, bah tiens, j'ai retrouvé », parce qu'il y a beaucoup de témoignages de ce sens. « Ah oui, c'était le 14 avril, à telle heure, ça a été fait à tel endroit. » Mais en fait, vous n'en savez rien. Non. Et beaucoup ont le sentiment que ça a été inventé. Et Oui. justement, en plus, il y avait un trop-plein de corps, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il y a eu aussi ce problème, parce qu'il y a jusqu'à 800 corps qui étaient reçus et qui étaient en train de pourrir parce qu'il n'y avait pas les conditions de conservation nécessaires et qui étaient entassés avec, je le disais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, voilà. Et ça, c'est terrible. Est-ce que je pense que vous êtes toujours hanté par ces images. Est-ce que de le visualiser, ça vous aide? Est-ce que c'est une catharsis? Est-ce que ça vous permet de vous reconstruire ou ça reste un cauchemar? Alors ces images, j'ai voulu les voir. C'était un choix, j'aurais pu ne pas les regarder. J'ai voulu voir les photos tout simplement parce que je cherchais ma mère. Je voulais tellement savoir ce qu'elle était devenue que je me suis dit peut-être que je vais la trouver sur les photos. Donc le pire, c'est l'incertitude, en fait, c'est le fait de ne pas savoir. Ah oui, c'est pire que de savoir. Parce que vous imaginez tout et le pire, et si ça se trouve, peut-être que ça n'a pas été si terrible que ça, entre guillemets. Oui. Parce que le fait d'aller là-bas, c'était déjà terrible. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas fait de trafic avec elle, peut-être qu'elle n'a pas été découpée en morceaux et qu'on n'a pas joué avec ses bras pour mettre des claques à quelqu'un d'autre, comme ça s'est produit. Je sais pas, je sais rien. Donc effectivement, c'est pas savoir, c'est pire. Et ces photos, c'est vrai qu'elles m'ont hantée pendant pas mal de temps. Une en particulier dont je me rappelle très bien, et Kim Garel, la fille de Maurice Garel, le comédien, me disait la même chose. Elle a la même image qui lui est restée en tête de cette petite dame, une petite grand-mère, qui était à l'envers, la tête en bas, et qui nous regardait avec ses grands yeux ouverts, morte bien sûr. Et on a cette image qui nous est restée et qui est très difficile à faire partir. Donc très longtemps, moi j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique avec des réveils en pleine nuit avec ces images qui venaient me percuter. Bon là ça va mieux. Alors comme je reparle beaucoup de ce que j'ai écrit en ce moment, ça revient un petit peu. Mais voilà, je prends soin de moi, je fais beaucoup de sophrologie, beaucoup de médecine chinoise, beaucoup d'arts martiaux et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage et puis aux autres victimes aussi également pour ce procès, ce scandale d'État absolument innommable. Merci beaucoup Laurence Dezelay. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes ancienne vice-présidente de l'association Charnier Descartes et auteur de ce livre absolument poignant que je vous invite évidemment à vous procurer. Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait aux éditions Plomb. Et puis merci à vous Didier Maisto pour cette intervention extrêmement dans les détails malheureusement, mais l'horreur doit être nommée pour qu'on puisse la combattre. Merci à vous.